Roger Bernat et moi, donc Yann Duvenac, quand on a commencé à travailler en 2010 ensemble, on s'était beaucoup appuyé sur ce qui nous troublait dans la société, les choses qui nous intéressaient. Et les deux, on avait lu les procès-verbaux des procès de Guantanamo, qui étaient sortis sur le web. Et ça semblait vraiment quelque chose qu'il fallait utiliser, qu'il fallait faire connaître aux gens, parce que c'est des procès-verbaux, donc de faux procès en fait, avec des avocats qui sont américains, de l'armée américaine, et c'est une espèce de parodie de la justice très violente. Et c'est de là d'ailleurs que vient le titre Please Continue, ça vient de là, parce que les juges n'arrêtaient pas de dire Please continue, continue à parler. Donc voilà, ça vient en fait de là. En fait, à partir de ce travail avec les textes de Guantanamo, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, en fait, d'amener ces textes de la réalité dans le lieu de la fiction, dans le théâtre, parce qu'il y avait quelque chose d'obscène. En fait, de rejouer ces gens-là ou de les faire juger par le public, il y avait quelque chose qu'on trouvait obscène. Donc on a beaucoup essayé, ça ratait tout le temps, c'était vraiment chaque fois quand on essayait comme ça avec le public, c'était un échec. Donc à un moment donné, en désespoir de cause, on s'est dit mais peut-être qu'on se trompe de mouvement, on doit inverser le mouvement, on doit amener la fiction dans la réalité. Et donc on doit soumettre un cas fictif à la justice, qu'entre-temps on avait vu comment ça marche, et donc c'est une machine très polie, très soignée, très travaillée depuis longtemps, depuis des siècles vraiment, et que de la singer c'est ridicule, en fait, de la montrer telle qu'elle est, à l'œuvre, c'est déjà en fait montrer sa complexité, les choses bien qu'elle a et les choses pas bien qu'elle a. Et donc on s'est dit, bon ok, une fiction, une histoire de meurtre, Shakespeare, il y a beaucoup de meurtres, et donc après on a hésité entre Othello et Hamlet. Et on a pris Hamlet parce qu'il y a une pièce de théâtre qu'Hamlet utilise pour montrer la culpabilité de son oncle. Donc c'était une pièce de théâtre dans la pièce de théâtre. On a pris un dossier d'instruction réel, un cas réel, dont on a caché une partie de l'histoire pour qu'elle soit méconnaissable par l'histoire d'Hamlet. On n'en a gardé que des détails croustillants, le corps sur le balcon, des choses comme ça. Et au fond, on trouvait intéressant de mettre ensemble le royaume de Danemark, enfin la famille royale du Danemark de Shakespeare, et une famille pauvre dans une banlieue difficile, parce qu'on pouvait faire des liens qui sont un peu tirés par les cheveux, mais qui sont quand même rigolos. Ni la cour de Danemark, ni une famille pauvre dans les banlieues travaillent, ils vivent de l'argent de l'État, et ils règlent tous leurs problèmes entre eux. Ils ne cherchent pas de l'aide à l'extérieur, parce que l'extérieur ne les aide pas. C'est des gens qui vivent en vase clos. Donc par ce lien-là, on pouvait faire cette espèce de mélange qui est hybride, ça donne quelque chose de très hybride, mais moi en tout cas je trouve ça très intéressant de voir que si tu viens voir cette pièce et tu penses que tu vas voir Shakespeare, que tu vas voir Hamlet de Shakespeare jugé par une cour, en fait c'est faux. Très vite ça glisse et tu peux jamais, en tant que connaisseur de théâtre, te reposer sur tes lauriers et te dire « ouais mais bon je connais le cas ». Non, tu le connais pas parce qu'il y a tout le temps des choses qui sont pas tout à fait là où tu pensais, donc tu dois vraiment rester attentif. Et ça crée une espèce de flottement que je trouve intéressant. Moi, j'arrive pas à dire aujourd'hui pourquoi les verdicts changent. Je sais que les avocats eux-mêmes disent qu'ils peuvent plaider comme des dieux. Ça ne garantit pas forcément un résultat X ou Y, que ça dépend quand même beaucoup du président ou du juge. Ça dépend beaucoup de ce qui se passe dans le procès. Et dans les pays où il y a encore des jurys publics, ça dépend quand même aussi du jury public. Dans notre cas, donc dans le cas de Hamlet, là, dans Please Continue Hamlet, ça dépend aussi beaucoup des acteurs, forcément, et de l'éclairage spécifique que donne la cour du soir sur le cas. Parce que comme le temps est restreint, ils doivent en fait choisir dans la multitude de pistes qu'on a mis dans le dossier d'instruction, une ou deux pistes sur lesquelles ils s'appuient pour prouver la culpabilité ou l'innocence. Donc je trouve très difficile aujourd'hui de dire qu'est-ce qui décide en fait, tant dans la vraie vie que dans la pièce, le résultat du procès.
au départ, quand on a commencé à travailler avec Roger, on s'est dit que... Enfin, on avait une opinion très défavorable, très négative envers la justice. On était très nourris par les films de Raymond Depardon ou même par les 12 Angry Men, enfin tous les films comme ça qu'on connaît sur le monde de la justice, tout ça, où tu dis mais mon Dieu, c'est juste un monde horrible, quoi. Maintenant, au fur et à mesure des procès et ce qu'on a vu en vrai, mais aussi ce qu'on a fait, et donc le travail qu'on a fait avec beaucoup de juges et des présidents d'assises, vraiment très bien, dans différents pays, moi je me rends compte que la justice est à l'œuvre, qu'elle essaye de réfléchir dans chaque pays, dans chaque culture, à comment être au plus juste et au plus près de la société dans laquelle elle opère. Et donc, au fond, chaque fois, les gens de la Cour n'ont pas de problème à accepter que je dise les résultats différents dans la pièce des différents procès d'Hamlet. Ça ne leur pose aucun problème, parce qu'ils savent que ce n'est pas une science exacte, et qu'au fond, c'est un danger, mais c'est aussi bien. Parce que si c'était une science exacte, ça voudrait dire que si Pierre commet un crime, il aurait une peine Y. Disons, il doit payer 3000 €, enfin 3000 francs pour le fait d'avoir volé un truc. Et si c'est Mohamed qui a fait le même crime, il devrait aussi payer 3000. Mais dans la réalité, si on considère que Mohamed est très riche, pour ne pas rester dans des clichés trop évidents, et Mohamed est très riche, sa peine devrait être plus lourde que Paul, ou Pierre, je ne sais plus ce que j'ai dit, qui lui devrait payer moins pour qu'il puisse vraiment payer le prix et revenir dans la société en ayant payé le prix. Et donc la justice, c'est quelque chose qui essaye de regarder la condition socio-économique de chaque accusé et de donner une peine qui est proportionnelle aux capacités psychiques, socio-économiques de cette personne. Et ça, c'est dangereux parce que pour peu que tu tombes sur un mauvais président, un mauvais juge et un mauvais avocat, ça ne marche pas bien. Mais l'intention de ça est noble. C'est beau de faire ça. C'est une science humaine. Et ça, je suis content de l'avoir appris, ça, que c'est pas si simple. Et c'est bien que ce soit pas si simple. C'est le président qui choisit les jurés et ça se passe sur la liste des réservations. Donc, en fait, et il le fait à la fin des débats. Donc tout le monde sait qu'il peut virtuellement devenir juré et ça se passe qu'à la fin des débats. Et comme ça, tout le monde écoute jusqu'à la fin. Parce que virtuellement, ils peuvent devenir jurés. Donc c'est intéressant parce que on est obligé du coup de se poser la question en tant que spectateur, mais qu'est-ce que je ferais moi? Qu'est-ce que je vais faire moi si je suis jury? Et donc qu'est-ce que je ferais moi dans cette pièce dont on sait que c'est une pièce, mais où au bout d'un moment on ne sait plus très bien. Quand les gens sont choisis, ils ne savent plus très bien où ils sont. Et il y en a qui me disent après que vraiment ils ont les chocottes parce qu'ils vont quand même devoir statuer sur l'innocence ou la culpabilité d'un personnage. Et donc partant, comment est-ce qu'on se positionne dans la vraie vie par rapport à une question comme ça? Qui est-ce que je suis pour juger quelqu'un? Donc cette question-là, elle est amenée en fait par le fait que le jury soit choisi à la fin. Quand on avait commencé, on l'avait fait à Genève et on s'est dit Genève ça va être hyper dur, c'est là que ça doit être le plus dur, ils doivent être coincés et ne pas vouloir. Rétroactivement, il s'est avéré que ce soit faux, qu'il y ait des endroits où c'est plus dur. Mais en gros, quand même, je suis étonné de voir à quel point cette pièce commence à avoir une réputation positive dans le monde juridique. Et les gens, ils acceptent très vite, malgré leur emploi du temps extrêmement chargé, malgré leurs responsabilités énormes, malgré le fait que, oui, ils ont un rôle symbolique à jouer. Une fois qu'ils ont compris que ce n'est pas une parodie de la justice, qu'on ne se moque pas de la justice, que c'est plus complexe que ça, ce qu'on fait, que c'est sérieux, alors ils acceptent parce qu'au fond, je crois que dans tous les pays où on a été, la justice est tellement méconnue en fait, qu'eux, ils y voient aussi quelque chose de très pédagogique. Ils sont contents de pouvoir en fait montrer un peu le travail qu'ils font. Ce qui est bien dans ce projet pour moi, c'est que c'est un va-et-vient constant entre la réalité et le jeu, entre le
le théâtre élisabéthien et la justice napoléonienne, enfin entre des modèles totalement différents de la justice et du théâtre. Des acteurs, eux, ils peuvent jouer en gros comme ils veulent, mais leur intention est de gagner. Hamlet et Gertrude veulent qu'il soit acquitté, et Ophélie, elle veut que Hamlet soit condamné. Et après, ils peuvent en gros travailler comme ils veulent. Donc, il y a aussi une réalité chez eux, il y a un côté ludique chez eux qui doivent assouvir, au fond, comme les avocats qui veulent gagner. Ils veulent gagner, eux, c'est évident. Donc il y a quelque chose qui frictionne entre la réalité et la fiction à plusieurs niveaux, en fait, et qui est super intéressant à regarder parce que ouais, ça fluctue tout le temps. Et des fois, c'est un peu plus théâtral, et des fois, c'est pas les acteurs qui sont plus théâtraux. Hein. C'est souvent les gens de la cour qui, tout d'un coup, ont des excès de théâtralité, souvent un peu même old school, comme ça. Donc, et c'est génial à regarder. Moi, je prends mon pied. Là, on a fait 48 procès jusqu'à maintenant, et je m'ennuie jamais. Jamais, jamais. Moi, je viens pas du théâtre. Roger Bernat, oui, mais moi, je viens des arts visuels et moi, je suis intéressé depuis toujours par la société dans laquelle je vis. Mais je pense que c'est à peu près le cas de chaque artiste. Et donc, j'ai pendant longtemps travaillé avec la vidéo, les installations, tout ça. Et en fait, je me rends compte que dans l'art vivant, et j'aime pas tellement appeler ça théâtre en fait, mais dans l'art vivant, donc dans la rencontre entre des gens, sans objet intermédiaire, mais qu'en fait l'objet qui est proposé soit une orchestration ou une forme de dispositif qui met en branle ce groupe-là qui se rencontre ce soir-là ou qui est ensemble ce soir-là, et ben là, on peut rejouer, questionner des problèmes de la société qui m'intéressent. Donc, et des fois, là, c'est rare que dans mon travail, il y ait des acteurs. D'ailleurs, dans le travail de Roger Bernat non plus, il n'y a presque jamais des acteurs. Là, c'était nécessaire pour pouvoir mettre en tension en fait ces deux codes. Mais donc le théâtre est une forme possible, c'est pas la seule forme qui m'intéresse.